Je m'appelle Andréane Lafontaine-Paul. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le projet qui s'intitule « Comment favoriser le succès des partenariats économiques entre Autochtones et entreprises du secteur forestier au Québec ». Donc, l'importance d'investir dans le capital organisationnel. Ce projet a été entrepris en 2019 par l'équipe de la chaire en leadership en enseignement en foresterie autochtone de l'Université Laval. Donc, tout au cours de la présentation, vous allez voir l'acronyme PEAESF pour parler des partenariats, mais aussi, je vais souvent utiliser le raccourci juste simplement partenariat pour parler des, des partenariats entrepris par les organisations autochtones, soit des communautés ou des entreprises autochtones et des entreprises privées du secteur forestier. Nous avons limité nos travaux aux ententes avec les entreprises privées en excluant les partenariats en lien avec les paliers du gouvernement provincial ou fédéral. Donc, ceux-ci nous intéressaient pour plusieurs raisons. Donc, actuellement, il y a une forte pression qui existe au sein de la société qui a trait au partage équitable en lien avec l'utilisation des ressources naturelles. C'est ce qui ressort de la Communauté Vérité et Réconciliation du Canada. Et en aménagement forestier, on souhaite que ça prenne la forme d'un meilleur partage des emplois, des formations et des bénéfices en général. Donc, depuis une vingtaine d'années, les données révélées par l'Association nationale de foresterie autochtone montrent que les tenures en garantie d'approvisionnement octroyées aux Autochtones ont augmenté en général au Canada, mais qu'au Québec, même si le volume de bois a augmenté depuis 2003, il est resté sensiblement le même entre 2013 et 2017. Il semble aussi avoir une réduction du pourcentage des tenures allouées aux Autochtones par rapport aux volumes totaux. Et en parallèle, il y a aussi la volonté de plusieurs Premières Nations à prendre une part plus active dans le domaine de la foresterie, ça pour assurer le développement de capacités et une amélioration des conditions socio-économiques de leur communauté, par exemple. Et tout ça, ça favorise l'établissement de partenariats entre entreprises et organisations autochtones qui sont en effet une façon de maximiser les retombées en lien avec les ressources forestières allouées pour l'ensemble des acteurs. Donc, et en effet, les partenariats ont été un sujet très discuté lors du récent Grand Cercle de développement économique des Premières Nations et du Québec qui se déroulait à Montréal en novembre dernier. Et malgré que ces processus-là soient en développement partout au Canada et au Québec, ils sont toujours considérés comme des processus qui sont complexes et délicats. Ainsi, on voit que les Premières Nations et les entreprises du secteur forestier vont s'outiller de guides afin de faciliter la mise en place de partenariats qui sont fonctionnels, adaptés aux enjeux et aux besoins des partenaires. Donc, enfin, la science étudie et tente de mieux comprendre le phénomène. Et pour ce faire, nous avons abordé le sujet sous 3 angles. Donc, la première est la structure partenariale des ententes. Donc, il s'agit de la forme avec laquelle les partenaires vont s'entendre pour s'allier, travailler ensemble. Il y a des ententes gré à gré, sans accord signé, que nous appellerons aussi les ententes informelles, qui sont ici en gris. Il y a aussi des ententes qui sont formelles, représentées ici en noir. Ce sont des ententes légales accompagnées d'accords signés. Donc, celles-ci peuvent prendre des formes moins complexes, comme des ententes contractuelles ponctuelles ou des relations contractuelles entre entreprises pour favoriser les entreprises partenaires. Et il y a des ententes qui sont plus complexes, comme les ententes de principe, qui vont permettre de regrouper plusieurs objectifs en lien avec les communautés et une entreprise, ou il va aussi avoir l'éco-entreprise, qui sont des entreprises créées en unifiant les ressources de 2 partenaires. Le deuxième angle à aborder est le capital. Donc, ce dernier se définit comme un ensemble de ressources investies afin de générer des nouvelles ressources. Le concept est souvent utilisé dans le domaine de la finance. Donc, on investit de l'argent pour le faire fructifier, pour en produire davantage, mais on peut appliquer le concept à plusieurs autres aspects des partenariats. On peut alors parler du capital humain lorsqu'il s'agit d'investissements associés au personnel d'une communauté ou d'une entreprise. De leur formation, de leur expérience, de leur habileté. Il y a aussi le capital social qui s'associe aux relations entre individus, groupes d'individus ou partenaires dans l'objectif de créer des relations de confiance durables et une éthique de travail. Il y a aussi le capital organisationnel qui est en lien avec les outils utilisés par une entreprise, par exemple les façons de faire et les politiques internes, qui va permettre l'atteinte des objectifs partenariaux.
Et il y a enfin le capital économique qui va comprendre tout l'investissement de toutes les ressources, en fin de compte, susceptibles de générer des profits financiers. Donc, en foresterie, on parle d'attribution de volume de bois. On peut aussi parler d'investissement dans des fonds pour la formation d'une équipe ou la formation d'employés qui pourraient augmenter la productivité d'entreprise, par exemple. On peut même y inclure le partage des bénéfices au sein des communautés par la suite. Donc, ce sont ces aspects-là qui ont été la base pour nous permettre d'étudier enfin le succès partenarial. Et le succès tel que nous l'entendons dans le cadre de notre projet se définit par un partenariat qui est fonctionnel au fil du temps et qui va permettre la réalisation des objectifs partenariaux établis par les partenaires et qui vont s'associer aux nombreux avantages et bénéfices qui sont relatés dans la littérature en lien avec les partenariats économiques. En fin de compte, on parle de développement socio-économique, on parle d'accès à la main-d'œuvre, de développement de capacité, etc. Donc, c'est avec ces outils que nous voulions relever les objectifs de faire le portrait des partenariats économiques entre Autochtones et entreprises du secteur forestier au Québec et mettre en évidence leurs objectifs, leurs obstacles et décrire les investissements qui sont faits selon les différents capitaux énumérés précédemment. Et enfin, nous voulions faire la lumière sur les éléments qui allaient influencer le succès partenarial. Donc, pour répondre à nos objectifs, nous avons utilisé l'approche par sondage. Ce dernier a été élaboré à l'aide d'acteurs du milieu forestier et autochtone et ciblait toutes les entreprises forestières et organisations autochtones du Québec, soit 111 organisations autochtones et 950 entreprises non autochtones qui faisaient partie de notre répertoire. Actuellement, le peu d'informations sur les partenariats économiques établis au Québec ne nous permettait pas d'être plus ciblés. Et au total, nous avons eu 74 répondants. Là-dedans, il y avait 29 organisations autochtones et 45 entreprises privées. Nous avons utilisé des statistiques descriptives pour faire le portrait des répondants, des régressions logistiques pour déterminer les différences entre les obstacles et objectifs des répondants autochtones et non autochtones. Et nous avons utilisé la sélection de modèles afin de confronter plusieurs facteurs en lien avec le succès partenarial et tenter de déterminer, en fin de compte, quel élément avait été pour avoir le plus d'influence sur le succès. Donc, passons maintenant aux résultats en lien avec le portrait des répondants. Initialement, on a eu des répondants d'une majorité des régions de la province. Les activités des répondants se concentraient dans le domaine du bois et manufacturier. Donc, remarquez que le nombre de participants ayant répondu aux questions variait et ce dernier est toujours indiqué en bleu dans le coin à droite. Donc, ça nous permet de savoir combien de personnes ont répondu à chacune des questions. En lien avec le secteur d'activité, la taille des organisations répondantes variait de micro à moyenne entreprise selon les classifications de Statistique Canada. Les organisations autochtones répondantes sont présentées ici en gris foncé, alors que les entreprises du secteur forestier sont présentes en gris pâle. Et on voit aussi que les micro-entreprises, qui sont très nombreuses dans le domaine du secteur du bois, en fin de compte, sont moins représentées au niveau de notre sondage. Et aussi, c'était intéressant de voir que les répondants, en général, ont dit considérer les partenariats économiques entre autochtones et entreprises du secteur forestier avec une importance ou plus, encore plus important, au sein de leur organisation à 78%. Donc, une majorité des répondants disaient n'entretenir qu'un seul partenariat, on le voit ici. Certaines organisations considéraient leur entente informelle pas vraiment comme une entente, un réel partenariat, et sont représentées ici comme entente informelle dans le coin à gauche, alors que 16 répondants disaient entretenir 2 ententes ou plus et allant jusqu'à 7. Donc, il y a un répondant qui disait avoir 7 partenariats. Nous avons par la suite demandé aux participants de définir la structure partenariale de l'entente la plus fonctionnelle qu'ils avaient établie. Et c'est en fonction de ce partenariat particulier-là que le reste des questions allaient être posées. Ainsi, une majorité des répondants s'associaient à une entente informelle ici. 14 disaient participer à une entente de principe. 11 disaient prendre part à une entente contractuelle.
et 8 à des coopérations commerciales et que 4 ont dit prendre part à une co-entreprise. Donc, 80 des ententes qui sont dites formelles, donc celles-ci, se disaient renouvelables dans le temps. 70 des activités partenariales se concentraient dans le secteur du bois et l'âge moyen des ententes était de 11 ans, plus ou moins 7 ans, et la plus âgée qui a participé à notre recherche avait 35 ans. Donc, nous avons également demandé quels étaient les objectifs partenariaux en lien avec la création des partenariats. Ici, nous voyons la colonne des répondants autochtones et non autochtones. Et en dessous, on a le nombre de répondants selon les différentes catégories. Et plus bas, nous avons aussi le pourcentage de répondants à avoir décrit les différents objectifs comme étant présents au sein de leur partenariat. Et ils pouvaient répondre plusieurs objectifs à la fois. Donc, en majorité, les objectifs étaient similaires entre les répondants autochtones et non autochtones et ciblaient principalement la profitabilité d'entreprise. Donc, on parle de compétitivité, l'accès à la main-d'œuvre, les profits, les opportunités d'affaires, l'image d'entreprise, mais également, il y avait une volonté de générer des bénéfices sociaux et culturels qui étaient partagés. Nous avons aussi trouvé des différences significatives dans la présence de certains objectifs en lien avec le développement socio-économique des communautés autochtones, soit l'objectif de créer des entreprises autochtones qui étaient plus présents chez les participants autochtones, ainsi que l'objectif de développer des capacités. Pour ce qui est des obstacles, nous vous présentons les obstacles qui sont considérés comme fréquents, donc souvent ou toujours présents lors de l'établissement et du maintien du processus partenarial. Donc, les obstacles fréquents, les plus importants chez les répondants autochtones et non autochtones sont la difficulté de trouver de la main-d'œuvre qualifiée dans les communautés autochtones. Et ici, CA veut dire communauté autochtone. Il y avait aussi, excusez-moi, la disponibilité de ressources techniques, et de compétences en affaires au sein des communautés. Il y avait de plus la persistance de préjugés, la participation autochtone, les conditions du marché, ainsi que le roulement de personnel impliqué dans le partenariat, qui étaient des obstacles qui étaient récurrents au sein des partenariats, autant chez les participants autochtones et non autochtones. De la même façon, on observe qu'il y a une importance plus marquée des obstacles en lien avec la reconnaissance des droits et enjeux autochtones par les gouvernements, et la disponibilité de capital financier, ça chez les communautés autochtones en comparaison avec les entreprises du secteur forestier non autochtone. On le voit ici. Voici le tableau décrivant les investissements des répondants, tout type de répondants ou structures partenariales confondues, ainsi que les écarts types qui représentent en fin de compte la dispersion des données autour de la moyenne. Nous voyons que la moyenne des investissements se classe dans la catégorie important pour le capital humain, social et organisationnel et peu important dans le capital économique. On peut également observer la grande variabilité, c'est-à-dire les lignes ici, dans l'ensemble des capitaux, c'est-à-dire que les investissements variaient beaucoup selon les différents répondants. Et en analysant les informations du sondage, nous n'avons pas observé d'éléments significativement influents dans les tendances d'investissement des répondants, et ça pour l'ensemble des capitaux. Donc, passons maintenant au succès partenarial. Donc, nous avons élaboré à l'aide des données du sondage une variable dite succès. Nous avons cumulé les réponses au sondage des répondants en lien avec l'importance que les partenariats économiques pouvaient prendre au sein de l'organisation. Ensuite, on a utilisé la durée de la collaboration, car selon de récentes études, les partenaires ayant établi des ententes qui sont fonctionnelles ont tendance à continuer à travailler avec leurs partenaires dans le temps. Et nous avons également utilisé le nombre de partenariats établis. Encore une fois, la littérature démontre que les entreprises qui établissent des ententes qui sont fonctionnelles et profitables ont tendance à en élaborer davantage. Donc, ainsi, au sein de nos répondants, nous avons cumulé 18 succès modérés et 34 succès forts. Il faut être conscient que les répondants au sondage avaient des partenariats qui étaient fonctionnels, donc il y a un biais dans l'échantillon. L'analyse évalue le degré de succès chez des organisations qui avaient déjà des partenariats fonctionnels
Il ne peut donc pas être vraiment représentatif de ce que nous avons en réalité dans l'ensemble des entreprises ayant des expériences partenariales au Québec. Mais les informations qu'on peut retirer de ça sont quand même super pertinentes, donc je continue. Par la suite, nous avons confronté les informations détenues en fonction des différentes hypothèses permettant d'expliquer le succès. Et cette méthode-là, on l'appelle la sélection de modèles. Et nous voyons ici, associé aux hypothèses, là, ici, c'est les différentes hypothèses, et associé aux hypothèses, on a le pourcentage de support qui va représenter, en fin de compte, la force du modèle pour expliquer le mieux le succès partenarial. Donc, nous voyons ici que l'hypothèse en lien avec l'investissement en capital organisationnel est celle qui ressort comme étant la plus forte. Elle est suivie par l'investissement en capital économique et en investissement en capital social. Plus bas, les hypothèses concernant le capital humain, les caractéristiques de l'organisation et les structures partenariales ne montraient pas à avoir des effets notables en lien avec le succès partenarial. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décortiqué les investissements en lien avec ces différents capitaux-là pour essayer de cibler les éléments concrets qui avaient une influence sur le succès. Donc, c'est en utilisant la même méthode de sélection de modèles que nous avons ciblé les ressources investies relativement aux différents capitaux afin de mettre en évidence les éléments concrets qui vont avoir une influence sur le succès. Et les investissements qui sont ressortis comme pouvant expliquer le succès sont présentés ici avec le pourcentage encore de support envers les hypothèses. Et l'élément qui ressort comme le meilleur est l'investissement en lien avec l'organisation de rencontres structurées. Les éléments qui suivent sont présentés dans le sens horaire. Donc, par la suite, il y a les investissements liés à la création de comités consultatifs au sein de l'entreprise. Ensuite, il y a les investissements en lien avec le suivi et la mise à jour des ententes et des façons de faire au fil du temps. Ensuite, venait le volet économique, soit l'investissement en lien à l'attribution de volume de bois pour permettre l'atteinte des objectifs partenariaux. Et enfin, deux autres volets là, concernant le capital organisationnel. Donc, le développement d'un plan stratégique et l'implication autochtone au processus décisionnel et la recherche de consensus. Donc, il y avait quelques autres éléments qui semblaient avoir un effet sur le succès, mais à moindre mesure. Et c'est pour ça que les pourcentages envers les hypothèses n'égalisent pas 100. Mais c'était quand même intéressant de mettre les plus importants. Et lorsqu'on met les données, les données réelles de comment les différents succès ont procédé, forts et modérés, on voit ici la différence dans leurs investissements. Donc ici, ce sont les succès forts. Et sur la toile, vous voyez la toile la plus grande, ce sont les investissements qui sont dits importants. Au centre, c'est modéré. Plus que ça va vers le centre, bien, on s'en va à pas ou de faibles investissements. Donc, on voit que les succès modérés ont une tendance à moins investir dans ces éléments-là. Donc, passons maintenant à la discussion. Les éléments forts de cette recherche sont, un, le portrait diversifié des ententes partenariales présentes dans la province du Québec, qui présente une majorité d'ententes informelles. Celles-ci sont reconnues pour permettre l'établissement de relations entre partenaires et ouvrir des portes pour d'autres opportunités. C'est donc intéressant. Et il y a également des auteurs qui mettent en garde les participants à ce type d'entente, car étant formés sur le bon gré des gens, celles-ci sont facilement révocables. Donc, ils peuvent avoir des conséquences pas très bonnes pour les relations par la suite. Ensuite, il y a une bonne représentation des relations contractuelles en lien avec l'historique de la foresterie. Et enfin, il y a le tiers des partenariats qui sont des ententes plus complexes, soit des ententes de principe ou des co-entreprises. Donc, ces ententes sont en effet reconnues pour permettre des meilleures retombées pour les communautés et entreprises qui les établissent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant que ça soit présent au Québec. En plus de la diversité partenariale, nous avons observé une grande variabilité des investissements dans les différents capitaux, mais nous n'avons pas pu trouver d'éléments significatifs liés à l'importance des investissements en lien avec les données recueillies par le sondage.
Et nous avons aussi vu qu'une majorité des objectifs et obstacles étaient communs à l'ensemble des répondants dans le fait de se lancer et traverser le processus partenarial. Donc, on parle de profitabilité d'entreprise, de bénéfices sociaux et culturels. Pour les obstacles, on parle aussi tout au niveau de la main-d'œuvre, donc le capital humain, ressources techniques, compétences en affaires. Mais il y avait aussi des différences dans l'importance accordée par les communautés autochtones aux objectifs en lien avec le développement socio-économique, soit la création d'entreprises et le développement de capacités. Et il y avait aussi, qui était plus présent chez les communautés autochtones, et il y avait aussi les obstacles en lien avec la reconnaissance des droits par les gouvernements et la disponibilité de capital financier, qui était aussi plus marquée chez les répondants autochtones. Excusez-moi, je suis comme bloquée. OK, bon. En plus, nous avons trouvé que les hypothèses permettant de mieux représenter le succès partenarial s'associaient à l'investissement en capital organisationnel, économique et social, mais que concrètement, les actions s'associant au succès partenarial des répondants sont l'établissement de rencontres structurées qui vont permettre d'axer sur les objectifs, l'investissement pour créer des comités consultatifs au sein de l'entreprise, établir aussi des suivis ou des mises à jour de l'entente pour qu'elle s'adapte au fil du temps. Et aussi, qui était vraiment important, le capital économique qui était en lien avec l'attribution de volume de bois. Donc, nous tenons à vous faire part des limites de nos travaux, car en effet, nous avons pris conscience de la présence d'un biais favorable en ce qui a trait aux répondants. Et en effet, en recherchant les partenariats qui étaient fonctionnels, nous voyons qu'une forte proportion de nos répondants étaient favorables aux partenariats, mais que notre échantillon n'est probablement pas représentatif de l'ensemble de la population en lien avec les partenariats. De plus, l'étude dans le contexte particulier du Québec fait en sorte que nous n'avons pas pu inclure le contexte politique en lien avec le succès partenarial. Et il serait vraiment pertinent d'étendre nos recherches afin de savoir si les politiques forestières des différentes provinces et territoires pourraient influencer le succès partenarial. Et bien ça va être quelque chose à faire par la suite. Donc, ainsi, nous en sommes en ce moment à formuler nos résultats concrètement pour que nos travaux puissent interpeller les acteurs du secteur forestier. Et avec la collaboration de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, nous espérons que nos travaux permettront d'élaborer des outils utiles au développement d'ententes partenariales entre autochtones et entreprises privées dans le secteur forestier à l'avenir. Enfin, nous sommes également à la rédaction d'un article scientifique et nous comptons présenter également le projet au colloque de foresterie autochtone qui se déroulera le printemps prochain. Donc, je voudrais remercier les partenaires et collaborateurs du projet, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Cercle de partenaires de la clé en foresterie autochtone et tous les acteurs financiers et toute l'équipe qui a permis à la réalisation de ce projet. Et je vous remercie. Voici ma bibliographie. Merci beaucoup.